Fausse déclaration. Deux mots qui font peur. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mélanie Scatolin, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et je suis la représentante d'Immigration SCAT. Aujourd'hui, dans ce bulletin info, dans cette capsule vidéo, je vais résumer ce que sont les fausses déclarations. Donc, c'est un refus assez fréquent selon l'article 40, paragraphe 1, alinéa A de la loi sur l'immigration, qui dit que, grosso modo, directement ou indirectement, si vous mentez, si vous présentez un faux document ou si vous omettez de dire un élément important qui pourrait faire en sorte que une erreur soit faite par l'agent, eh bien, vous êtes interdit de territoire. Être interdit de territoire, ça veut dire que vous ne pouvez pas entrer au Canada ou si vous êtes déjà au Canada, ça veut dire que vous devez quitter le Canada. Et là, fausse déclaration, ça comprend beaucoup de choses. C'est soit que vous, personnellement, vous mentez. Donc, vous ne dites pas la vérité, que vous présentez un faux document ou un faux élément de preuve, ou si vous passez sous silence. Donc, vous ne dites pas quelque chose, un fait important. Donc, on s'entend que votre grandeur ou la couleur de vos yeux, c'est pas un élément pertinent. L'élément pertinent, donc sur lequel vous avez menti ou sur lequel vous passez sous silence, doit entraîner ou risque d'entraîner une erreur que l'agent commettrait dans sa décision. Et là, c'est directement, donc vous personnellement, ou indirectement, donc le représentant que vous engagez, donc l'agence, par exemple, dans laquelle vous demandez de faire votre demande de visa, qui la fait en votre nom, que ce soit la banque qui vous donne des documents erronés et que vous mettez dans votre demande, alors indirectement ou indirectement. Et donc, c'est vraiment large. Il faut faire attention. Il faut être vigilant quand on fait sa demande. Le premier point sur lequel je veux porter votre attention, ce sont les formulaires. Dans les demandes de visa, de permis d'études, de travail, que ce soit de l'étranger ou de l'intérieur du Canada, il y a toujours une section sur les antécédents. Donc, une série de questions auxquelles vous répondez oui ou non. Deux questions qui méritent que je parle. Première question qui dit, grosso modo, est-ce que vous avez déjà été refusé ou ordonné de quitter le territoire du Canada ou de tout autre pays? Alors là, ça, c'est important de vulgariser la question comme est-ce que vous avez eu un problème quelconque avec l'immigration, peu importe la demande, peu importe le pays? Et là, si c'est oui, vous devez détailler dans la petite boîte en dessous de la question, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, pensez pas que parce que c'est dans un autre pays, le Canada ne le saura pas. Ça se peut très bien que avec vos empreintes digitales, donc avec la biométrie, le gouvernement le sache. Alors, on ne ment pas. Deuxième point, deuxième question, c'est par rapport aux antécédents criminels. Donc, il y a une question qui demande, est-ce que vous avez déjà commis, été accusé ou reconnu coupable d'un crime à l'étranger ou au Canada? Et là, cette question, c'est le mot ou qui est très, très, très important. Alors, c'est commis ou arrêté ou accusé ou reconnu coupable. Donc, c'est pas juste est-ce que vous avez déjà été déclaré coupable, c'est vraiment est-ce que vous avez déjà été arrêté. Alors, deuxième point, on voit cette question-là comme pour X, Y raison, n'importe où dans le monde. Il vaut mieux être large et ne rien cacher que de
mentir et de dire et d'aller vite et de cocher non, non, j'ai jamais été reconnu coupable et donc on dit non. Ça, c'est un élément très important. Les formulaires, on prend notre temps. Aussi, c'est dans les documents qu'on transmet. Comme je le mentionnais, vous demandez un visa de visiteur et là, vous déposez une attestation bancaire. Mais la banque fait une erreur. En bout de ligne, c'est vous quand même qui êtes reconnu comme ayant fait une fausse déclaration. C'est en votre nom, c'est vous personnellement qui l'a fait. Et donc, il faut faire attention à la qualité des documents qu'on dépose. Si l'agent, dans le cadre de votre demande, a des éléments qui lui portent à penser que vous avez fait une fausse déclaration, il va vous envoyer une lettre d'équité procédurale. Donc, dans cette lettre-là, il est obligé de vous en envoyer une. Il va vous donner un délai, par exemple 7 jours. Et durant ce délai-là, vous devez lui envoyer une réponse ou d'autres éléments documentaires sur le point qu'il vous a mentionné dans la lettre. Alors, dans la lettre d'équité, l'agent va vous dire, selon les documents, les relevés bancaires, par exemple, que vous avez soumis, ça nous porte à croire que ce n'est pas des vrais relevés bancaires pour telle raison. Et donc, vous avez 7 jours suivant la date de la lettre pour nous répondre. Très important de respecter le délai de réponse sur la lettre. Et aussi, c'est que l'agent va envoyer cette lettre-là à l'adresse courriel du dossier. Et donc, si c'est l'agence ou le représentant qui a mis son adresse courriel, ça va être envoyé à cette personne-là, même si ce n'est pas un vrai représentant, même si l'agence, en bout de ligne, n'est pas crédible, eh bien, l'agent va avoir respecté son obligation d'équité procédurale. L'équité procédurale, je ferai une capsule vidéo à part. C'est dans l'optique où les individus doivent être protégés dans leurs interactions avec l'État. Il y a en droit deux grands principes d'équité procédurale. Premièrement, le droit d'être entendu, le droit d'avoir un décideur impartial et également le droit d'avoir une décision motivée par écrit. Quand l'agent respecte ces obligations-là, la décision va être raisonnable. D'où la prochaine étape. Suivant votre réponse à la lettre d'équité, quelques décisions sont possibles. Premièrement, l'agent est d'avis que des fausses déclarations ont été faites et la demande est refusée et vous êtes interdit de territoire pour 5 ans. Je vais y revenir dans quelques instants. Une autre possibilité, c'est que l'agent est d'avis qu'il n'y a pas de fausse déclaration, mais vous n'avez pas dit la vérité dans votre demande et donc elle est refusée selon l'article 16, paragraphe 1 de la loi sur l'immigration. Cet article-là est très important. Il mentionne que tous les demandeurs, donc toutes les personnes qui font une demande pour le Canada, sont dans l'obligation de répondre véridiquement à toutes les questions et de soumettre tous les documents requis. Donc, c'est moins pire qu'une fausse déclaration. On s'entend, mais la demande va être quand même refusée. Et une autre possibilité, c'est que finalement, votre demande est acceptée parce que l'agent est satisfait. Et donc, je reviens à l'interdiction de territoire pour 5 ans. Donc, suivant la date de décision du refus, pour les 5 prochaines années, vous ne pouvez pas venir au Canada. Et donc, toutes les demandes que vous allez faire seront refusées sous ce motif-là.
Est-ce que vous avez un recours? La réponse est pas vraiment. Premièrement, il n'y a pas d'appel. En immigration, le droit d'appel est très, très limité, essentiellement aux résidents permanents et aux citoyens canadiens. Bon, il y a quelques catégories. La plupart des personnes n'ont pas le droit d'appel. Alors, rendu là, il y a deux options. Premièrement, vous faites une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Donc, la Cour fédérale est au Canada et vous avez 60 jours suivant le refus, si la demande est faite de l'extérieur du Canada, pour demander à un juge qu'il regarde si la décision est déraisonnable, parce qu'il y a des erreurs dans celle-ci. Si la décision de l'agent est une possibilité, ça ne sera pas accepté. Le juge de la Cour fédérale n'est pas là pour accepter votre visa. Il est là pour dire, pour regarder la décision et décider si oui ou non il y a des erreurs qui rendent la décision déraisonnable. Si c'est le cas, le refus va être annulé et la demande va être retournée à un nouvel agent pour une nouvelle étude. Donc, on s'entend, ça prend du temps, il y a des frais et c'est seulement les avocats au Canada qui peuvent représenter devant la Cour fédérale. Alors, c'est pas nécessairement toujours la meilleure solution parce que l'agent, c'est le spécialiste des faits, c'est lui qui a étudié les faits. Et là, si c'est une erreur évidente et grossière, peut-être que le juge va dire ah oui, c'est déraisonnable. Mais si c'est possible, si la décision de l'agent est possible, ça va être refusé. Deuxième recours, c'est de faire une demande de réexamen administratif. Donc, ça, c'est à IRCC. Donc, on dit qu'il y a des erreurs, même chose, de droit ou de fait, qui font en sorte que l'équité procédurale est entachée et que la décision est déraisonnable. Vous avez 90 jours suivant la date de refus pour faire votre demande. Il n'y a pas de frais. Vous pouvez la faire par vous-même ou demander à un avocat ou à un consultant. Les consultants réglementés peuvent faire ça. Le problème, c'est que le réexamen administratif, il n'y a pas de garantie. Il n'y a jamais de garantie en immigration et c'est discrétionnaire. L'agent n'est même pas obligé de regarder la demande de réexamen. Et s'il la regarde, il peut très bien dire non, la demande, elle est comme elle est. Il n'y a pas d'erreur, c'est beau. Dans les deux cas, Cour fédérale ou réexamen administratif, il n'y a pas de nouvelles preuves à déposer. Ce n'est pas un appel. C'est basé sur le dossier en soi, comment il a été monté. On argumente que la décision elle est viciée, elle est incorrecte. D'où l'importance, toujours dès le départ, de déposer un dossier complet et fort, en sachant qu'il n'y a pas de droit d'appel, qu'on ne peut pas déposer de nouvelles preuves à la fin. C'est important, dès le départ, de faire une demande forte avec tous les éléments de preuve pertinents. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans les 5 ans? On est refusé aujourd'hui, 12 août 2025, et là, jusqu'au 12 août 2030, on est interdit de territoire. Entre-temps, vous pouvez faire une demande de permis de séjour temporaire, un PST, accompagné d'une autre demande, mais on s'entend que le PST est discrétionnaire et vous devrez prouver qu'il y a des motifs impérieux, des motifs très, très forts, des raisons fortes qui justifient votre présence au Canada. Et donc, malgré le fait que vous soyez interdit de territoire, vous devez venir ici parce que vous apportez quelque chose au Canada, parce qu'il y a des motifs humanitaires très, très forts. Par exemple, votre mère est malade ici, elle est canadienne et vous devez vous en occuper. Bon, des choses comme ça. Et sinon, il n'y a pas d'autre chose à faire. Il faut attendre
la fin du 5 ans. Soyez vigilants dans les personnes auxquelles vous mettez votre confiance. Souvenez-vous que vous êtes responsable du début à la fin de votre dossier. C'est votre nom. Et donc, faites toujours vos vérifications et demandez toujours une copie de votre dossier. C'est votre dossier. Ça n'appartient pas à l'agence, au consultant ou à l'avocat. C'est à vous. Dites toujours la vérité. Immigration 4 ne cautionne jamais d'emprunter des voies irrégulières pour venir au Canada. Venir au Canada, c'est un privilège et en ce sens, il est important de respecter la loi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Merci beaucoup de nous suivre et je vous dis à très bientôt.